Merci beaucoup, Caroline. Bonjour tout le monde, je suis Heather Hoffman et je fais partie d'un partenariat entre Maya et moi-même. Donc, c'est ce qu'on appelle le Hoffman Vishwa Peace Partners. Je travaille dans le domaine de la psychologie et je vous rejoins de la côte ouest des États-Unis. Je pratique maintenant depuis une vingtaine d'années. Je soutiens les individus, les familles, les organisations et je travaille sur le conflit. Aujourd'hui, nous allons partager des informations sur comment gérer le conflit sur le lieu de travail et comment réparer. Maya, je vous donne la parole. Merci, Heather. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui. Je suis donc l'autre partenaire de Hoffman Vishwa Peace Partners et je vous rejoins depuis Londres. Je suis spécialisée dans la négociation et la résolution des conflits et je travaille aussi beaucoup sur les politiques. J'aide les individus et les organisations à gérer les situations complexes, à renforcer la confiance et à mettre en place des changements significatifs. Dans le contexte de la résolution des conflits, nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui et de parler un petit peu du soutien que nous et les personnes, hem, focales de la résolution des conflits au niveau interne peuvent vous aider, peuvent vous apporter. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la question de réparer de l'intérieur, gestion des conflits internes dans les équipes rassemblées autour d'une mission. Donc à Amnesty International, nous savons que vous nous rejoignez de différents endroits, de différents domaines de l'organisation. Vous êtes peut-être, chercheur, chercheuse, vous travaillez peut-être dans le développement, vous êtes peut-être au niveau de la gouvernance, vous faites partie des dirigeants, mais nous savons que la majorité d'entre vous êtes connectés parce que vous travaillez sur une mission, partagée. Donc votre travail a le pouvoir, de mener à beaucoup d'impact au niveau personnel et au niveau organisationnel. Nous savons toutes et tous que les conflits dans les relations, c'est inévitable, sont inévitables. Les conflits sur les lieux de travail sont également relativement inévitables, en particulier dans les ONG, dans des travails comme celui d'Amnesty International, où il y a des personnes qui sont investies personnellement, souvent à cause de leur expérience personnelle ou de leur histoire partagée. On sait voilà, que le conflit est particulièrement commun. Ce qu'on aimerait vous montrer aujourd'hui, c'est que même si les conflits sont inévitables, ils ne sont pas forcément destructeurs. Ils peuvent, mmh, permettre une réparation de façon saine et d'améliorer les dynamiques des, équipes et de l'organisation. Le conflit peut souvent devenir nocif dans des situations où on évite les conversations difficiles, où il y a une escalade ou une personnalisation, des conversations. Tout cela, ça peut avoir lieu quand il y a des tensions fortes. Cela peut aussi mener à une détérioration, du travail d'équipe par rapport, à cela à travers le temps. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise façon de gérer les conflits, mais disons que quand on gère les conflits de façon constructive, eh bien, cela peut vraiment aider à, renforcer les équipes, et à les rapprocher. Donc pour les, leaders, pour les dirigeants et pour les équipes, de façon à passer d'une situation de conflit vers une croissance, il est très important de distinguer les cycles destructifs et les opportunités de réparation. On va vous parler de ces 2 points-là dans les minutes à venir. Nous allons passer en revue cette présentation aujourd'hui et nous allons également vous poser des questions pour votre réflexion. Comme on l'a dit au début, les questions en direct, ça, ce sera réservé pour, la partie questions-réponses. Ce sera pendant les 40 dernières minutes de cette, séance. Mais les questions qu'on va vous poser pour votre réflexion, on aimerait beaucoup que vous y réfléchissiez pendant cette présentation. Donc la première est la suivante. Réfléchissez à un conflit récemment observé au sein de votre équipe ou organisation. Quel en était le véritable enjeu et quel impact a-t-il eu sur, les personnes concernées, ou même sur le travail? Merci Heather. Donc par rapport à ce qu'a dit Heather, dans les organisations, rassemblées, autour d'une mission comme Amnesty,
Nous savons que les conflits, même s'ils ne sont pas, sont plutôt communs, ils sont parfois inévitables. Il y a des personnes qui travaillent ensemble, qui sont très intéressées par une même mission, qui ont des expériences et des passions différentes et les enjeux sont élevés parce qu'il s'agit d'un travail sur les droits humains, sur la dignité, sur la justice et ça, c'est très puissant. Et cela veut dire que, des désaccords peuvent mener à quand même pas mal de peine, de douleur, hein. Donc, nous allons vous montrer quels sont les différents types de conflits. Il est vraiment très important de pouvoir nommer, de pouvoir identifier ces différents conflits. C'est une première étape. Une fois que vous pouvez identifier le conflit, vous pouvez mieux, gérer ces conflits de façon constructive et productive. Sur la diapo, vous voyez que le 1er type de conflit, c'est processus. C'est-à-dire, des désaccords sur comment les décisions, sont prises. Par exemple, il y a une décision qui est prise et les membres du personnel pensent que certaines décisions doivent être prises suite à des conversations, suite à des dialogues. Mais peut-être qu'il y a une crise et pendant une situation de crise, les dirigeants, les dirigeantes, heu, vont peut-être penser qu'il est important de prendre une décision de façon rapide et sans consultation. Personne n'a tort en tant que tel, mais dans ces cas-là, les attentes divergent et donc dans ces cas-là, il est possible que les membres du personnel se sentent mises de côté et il est possible aussi que les dirigeants, les dirigeantes se sentent non soutenus dans ce genre de situation et c'est ce genre de lacunes ou de différences qui peuvent avoir un vrai impact sur la confiance. Le deuxième type de conflit, c'est le conflit de tâches et ça correspond à ce qui est priorisé au quotidien. Imaginez qu'une équipe demande, qu'il y a un point qui soit mis en avant, qui soit priorisé pour une campagne globale et il y a une autre équipe qui va penser qu'il faut plutôt mettre ces ressources-là dans la recherche. Encore une fois, personne n'a tort, mais choisir entre ces 2 points dans une situation relative aux droits humains, ça peut être vraiment difficile et encore une fois, tout le monde est, rassemblé autour d'une même mission, se sent très impliqué dans leur travail. Voilà, il peut y avoir des complexités par rapport à ça et ça peut mener à un sentiment d'injustice. Ensuite, le conflit, relationnel, c'est le plus commun, c'est celui qui est centré sur la confiance et je pense que nous avons tous et tous déjà fait l'expérience de ce type de conflit, dans notre, famille ou avec nos partenaires et en général, ça commence par des incompréhensions, des types de travail ou de communication différentes, des frustrations qui ne sont pas partagées et cetera. Et le problème, c'est qu'en général, ce sont des problèmes auxquels on ne fait pas face suffisamment tôt, qu'on n'essaie pas de régler suffisamment tôt. Et des personnes qui, au début, s'entendaient très bien peuvent, avoir du mal à travailler ensemble par la suite. Et à ce point-là, ce n'est plus une différence de personnalité, mais ça empêche ces personnes de travailler, côte à côte vers un but commun. Et enfin, nous allons parler des conflits d'identité et de pouvoir. Et ça fait partie de l'inclusion. Quels sont les voix qu'on entend le plus, qui au sein d'une organisation ont accès aux espaces de prise de décision. Par exemple, une chose qu'on voit souvent, c'est qu'il y a des personnes appartenant à des groupes marginalisés qui ne se sentent pas reconnues. Il y a d'autres personnes qui sont parfois dans des postes moins élevés, qui se sentent moins entendues, moins respectées parce ils n'ont pas beaucoup d'ancienneté, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les organisations, en particulier dans les organisations des droits humains, parce que cela reflète les valeurs d'inclusion, de dignité, et cetera, qui sont vraiment importantes au sein d'Amnesty. Et ces conflits-là peuvent avoir lieu à différents niveaux des organisations, même si c'est à l'origine dans une seule équipe, ça peut ensuite, heu, s'élargir à d'autres équipes, s'il y a des désaccords entre différentes sections, cela peut ralentir le travail régional ou même au niveau mondial. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'identifier le type de conflit. Ça, c'est la première étape. Parce que si jamais c'est un conflit de processus, de tâches, de relations ou d'identité et de pouvoir, eh bien, on peut créer l'espace, opportun pour pouvoir essayer de limiter, les dommages sur la confiance.
les conflits au sein du lieu de travail, cela a un impact direct sur comment vous, en tant que personne, vous pouvez vous sentir connecté à la mission de votre équipe, à ce que promeut la mission, sur l'extérieur, envers l'extérieur. Lorsqu'un conflit surgit, on tombe souvent dans des pièges, dans des schémas de réponse. Un piège, un schéma est déclenché lorsque notre système de stress est déclenché et nous répondons à, à ces situations comme si elle était une menace. Alors, on peut répondre de quatre manières et vous en avez peut-être entendu parler. Certaines personnes euh, répondent par une attitude hostile, d'autres fuient tout simplement, c'est-à-dire que ces personnes échappent à la situation. D'autres personnes se sentent paralysées et elles ont du mal à réagir. D'autres personnes essayent de flatter l'autre personne. Ces personnes essayent donc d'éviter un conflit ou une escalade. Et donc, imaginons une situation dans laquelle vous êtes dans la nature et vous êtes confronté tout d'un coup à un animal dangereux. Alors, dans cette situation-là, votre instinct de la survie, votre système de réponse à une menace est déclenché. Et vous allez peut-être répondre de l'une de ces quatre manières. Vous allez peut-être combattre, vous allez fuir, vous allez peut-être vous sentir paralysé, vous figer, faire semblant d'être mort, ou vous allez peut-être essayer de ne pas énerver cet animal. Alors, on peut avoir les mêmes types de réponses internes à notre environnement. Et c'est comme si c'était effectivement un danger physique, donc un animal dangereux. Dans les lieux de travail, la plupart d'entre nous ne répondons pas au conflit en utilisant la violence physique. On espère de toute façon. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Parfois, on ose le ton, pour ainsi dire. On devient un peu irrité si on se sent vraiment énervé. Parfois, on utilise des injures, des insultes verbales. D'autres personnes essayent d'échapper à la situation, c'est-à-dire elles ont recours à un mécanisme d'évitement. Elles évitent ces conversations. D'autres personnes se disent, ben, il faut trouver un autre emploi, car l'idée de gérer un conflit devient invivable tout simplement ou accablant. D'autres personnes essaient de flatter l'autre personne. Parfois, elles décident de se taire et ignorent leurs propres besoins. On voit cela très souvent lorsque ces personnes sont très investies dans leur travail et elles ont peur de perdre quelque chose. Par conséquent, elles sacrifient leur propre bien-être pour essayer de mettre fin à un conflit donné. Ce sont des pièges. Nos expériences précédentes peuvent façonner et aiguiser nos réactions dans le présent. Il y a par exemple certains points sensibles qui peuvent être touchés. Donc ce sont des questions particulièrement délicates pour nous. Parfois, quelque chose dans une situation présente nous rappelle une situation dans le passé qui nous a fait du mal, ou peut-être c'est quelque chose qui nous rappelle notre enfance. Donc c'est quelque chose qu'on vit de notre vie adulte qui nous rappelle notre enfance. Ces points sensibles, donc, peuvent être touchés. Par conséquent, nos réactions dans le présent peuvent être disproportionnées par rapport à la menace, entre guillemets. Ces points sensibles peuvent être touchés en raison d'une différence personnelle. Imaginons par exemple quelqu'un qui aime procrastiner, qui travaille avec quelqu'un qui aime anticiper un projet. Alors, dans ce cas-là, des points sensibles peuvent être touchés et l'une de ces deux personnes peut réagir de manière disproportionnée par rapport à la situation. Parfois, on n'est pas conscient de ces points sensibles et donc nos réponses peuvent être plus fortes. Souvent, on réagit et ainsi, on risque de toucher le point sensible d'une autre personne qui, à son tour, réagit. Et cela peut engendrer un cercle vicieux, un cercle très négatif. Cela peut mener à un autre cycle d'évitement ou d'escalade. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conflits
ne se limite pas seulement à un mauvais comportement. Cela peut être un message qui nous indique que nos besoins ne sont pas alignés. C'est l'occasion de faire de l'introspection, de savoir ce qui se passe dans notre fort intérieur et de trouver un chemin à suivre. Lorsque on repère des schémas qui se répètent dans notre vie ou dans nos lieux de travail, on pourrait faire de l'introspection pour savoir dans quel piège on tombe. Et si, par exemple, nos réactions correspondent à la situation actuelle ou si elles correspondent peut-être à des situations dans le passé qui nous mènent ensuite à prédire un certain résultat qui n'est pas pour autant, euh, qui ne peut pas être pour autant pris pour acquis. Alors, une piste de réflexion pour vous. Réfléchissez un peu à ces pièges de conflit et posez-vous les questions suivantes. Dans quel piège du conflit tombez-vous le plus souvent? Qu'est-ce que vous remarquez chez vous? Est-ce que vous avez tendance à combattre, c'est-à-dire est-ce que vous avez tendance à être hostile? Est-ce que vous avez tendance à fuir, c'est-à-dire éviter la situation? Est-ce que vous avez tendance à vous figer en espérant que la situation disparaîtra? Ou est-ce que vous avez tendance à flatter l'autre personne? Peut-être que vous vous dites, ah ben si je me sacrifie moi-même, si je fais exactement ce que l'autre personne ou l'autre équipe veut que je fasse, ce conflit disparaîtra. Donc réfléchissez à vos tendances et nous aurons l'occasion d'en discuter pendant la séance de questions et réponses. Merci Heather. Alors, on vient donc au cœur de cette séance. Comment réparer les conflits? Alors, je vais vous brosser un tableau. Imaginons un conflit dans le contexte duquel la réparation n'est pas priorisée. Donc, en l'absence de réparation, même les petits conflits peuvent s'aggraver. Il peut y avoir une escalade. Ce qui était au début un petit différend, une divergence de point de vue, peut ensuite devenir un déficit de confiance. Le départ d'une personne est tout simplement l'absence de confiance dans la direction. Au niveau de la direction, lorsque les tensions ne sont pas réparées et que la réparation n'est pas priorisée, cela peut avoir un impact sur les relations personnelles, mais aussi sur les décisions. Cela peut ralentir les grandes décisions. Cela peut créer de l'incertitude concernant la stratégie et l'avenir. Et en fin de compte, cela aura un impact sur chacune d'entre vous au sein de l'organisation. C'est la raison pour laquelle il faut mettre l'accent sur l'importance de la réparation, car les conflits ne sont pas un problème, ils sont inévitables dans les organisations. Il s'agit de les réparer de la meilleure manière possible. Donc la question est la suivante. Comment répare-t-on les conflits de façon à ce qu'on puisse autonomiser les personnes qui font partie de l'organisation et l'organisation elle-même? Alors, pour réparer les conflits, nous avons créé un cadre. C'est le cadre des 5 muscles de la réflexion. C'est ce que vous voyez ici. Et je vais les passer en revue, ces 5 muscles. D'abord, il faut être conscient de la situation. Il faut développer une conscience de ce qui peut mener à une certaine réponse. Nous avons peut-être tous vécu un conflit, soit dans notre famille, soit dans notre lieu de travail, dans lequel quelqu'un commence à enchaîner les plaintes. Ah, vous faites ceci, vous faites cela, vous faites toujours ceci, vous faites toujours cela. Donc, il faut vraiment établir un cadre. Il faut éviter d'être trop général. Quelle est la situation qui déclenche telle ou telle euh, tension? Plutôt que d'être trop général et que d'enchaîner les plaintes, il faut définir très clairement le problème plutôt que que d'essayer de tout gérer en même temps. Il faut être conscient également de ses propres schémas de réponse et des points sensibles qui peuvent être touchés. Et il faut reconnaître le fait que parfois, nos expériences précédentes ont un impact sur nos réactions dans le présent. Deuxième muscle de la réflexion, l'empathie.
Alors, il s'agit de reconnaître les sentiments et l'impact sur les personnes qui sont touchées par un conflit. Pour faire simple, l'empathie, c'est la capacité à participer aux idées et aux sentiments des autres. Si on est empathique, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre l'autre personne et son point de départ, même si on n'est pas d'accord. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec l'autre personne. L'empathie, il s'agit de comprendre le point de vue de l'autre personne. Qu'est-ce qui est en jeu pour cette personne? Qu'est-ce que cette personne ressent? L'empathie, il s'agit de réfléchir à l'impact de nos mots sur l'autre personne et cela façonne notre réponse. Troisième muscle, l'humilité. L'humilité, c'est la capacité à reconnaître nos propres erreurs, nos propres torts. Prenons un exemple. Au milieu d'un conflit, je pourrais peut-être dire à quelqu'un, ah, ok, je comprends l'impact de ce que j'ai fait sur vous. Ce n'est pas à dire que vous êtes d'accord avec l'autre personne. C'est un cas, pardon, c'est un cas de reconnaissance mutuelle. Si on peut reconnaître ce qu'on a fait, cela peut créer un esprit de collaboration et de compréhension qui permet ensuite de négocier. L'humilité peut nous aider à choisir ce qui nous tient vraiment à cœur, ce qui est important pour nous et comment gérer le conflit. Cela peut permettre également de laisser tomber les choses qui sont un peu moins importantes. Et cela peut ensuite donner lieu à une négociation. Ensuite, fiabilité. Dans beaucoup de cas, les individus et les équipes se sont un peu coincés. Ils déclarent ce qu'ils veulent changer, ce qu'ils veulent faire dans le cadre d'un conflit, mais parfois il n'y a pas de suivi. Donc, il s'agit de se mettre d'accord sur les prochaines étapes et il s'agit de se rendre mutuellement des comptes. Il faut qu'il y ait un système de suivi qui consiste à faire en sorte que les gestes rejoignent les paroles. Il faut aussi faire en sorte que nos actions soient compatibles avec nos paroles. Ensuite, responsabilité, c'est le cinquième muscle. Et donc, il faut qu'on s'engage à adapter son comportement, non pas seulement ses mots, mais aussi ses actions. Il faut assumer ses responsabilités et ensuite, il faut vérifier avec l'autre personne. Dès lors qu'on est conscient de son propre rôle, on peut répondre avec empathie, avec humilité, mais la responsabilité, c'est la dernière étape. Donc, on joint les gestes à la parole et puis on accepte de s'adapter si nécessaire. Si il y a un conflit récurrent, il se peut que l'un de ces 5 muscles de la réflexion ne soit pas vraiment utilisé. Alors, ce sont des compétences pratiques, mais elles sont assez difficiles à appliquer en pratique, surtout lorsque les sentiments et les tensions sont élevés. Mais ces 5 muscles peuvent permettre la réparation et peuvent nous permettre de sortir par le haut d'un conflit, surtout lorsque on se sent coincé. Oui, tout à fait. Et ces 5 muscles nous donnent des idées pour prioriser la réparation de manière très pratique. Ce sont des outils individuels, on les a présentés ainsi, mais ce n'est pas seulement une question de gérer les conflits à un niveau individuel, ce sont des 5 muscles qui peuvent aider l'organisation. Alors, maintenant, j'aimerais vous présenter une situation dans laquelle il y aurait un conflit et dans laquelle l'organisation prioriserait la réparation. Je vous ai déjà présenté la situation inverse. Imaginons donc que les dirigeants assument leurs responsabilités, leur rôle, et cela donne l'impression que la responsabilité est importante à tous les niveaux et que chacune fait partie de la même équipe. Cela permet donc aux membres du personnel de s'exprimer vis-à-vis des dirigeants. Cela permet de construire de meilleures relations et cela renforce la confiance, qui est la chose la plus importante. Lorsque les sections peuvent exprimer leur style de conflit, cela permet d'éviter des doublons, des impasses. Cela permet de travailler ensemble de manière beaucoup plus cohérente.
Les décisions sont prises beaucoup plus rapidement, la direction, l'orientation plutôt est claire et il y a un engagement authentique de la part de chacun, de chacune. Puis au niveau individuel, cela est tout aussi important qu'au niveau collectif. Alors, imaginez une situation dans laquelle chacun, chacune d'entre vous se sentirait à l'aise pour parler, pour s'exprimer. Alors, dans ce cas-là, vous vous senteriez beaucoup plus respecté, beaucoup plus valorisé et vous n'auriez plus de frustration ou d'épuisement. On veut créer une situation dans laquelle chacun, chacune se sente plus engagé, plus résilient et plus connecté à la mission qui leur incombe. Et on espère que cela aura un effet ricochet sur toute l'organisation. Alors, je garde un œil sur l'heure, mais avant de conclure, j'aimerais vous dire qu'on vient d'effleurer la surface de cette question. Ce n'est jamais simple et on ne veut pas minorer les situations complexes, les conflits prolongés auxquels vous êtes peut-être confrontés au sein de votre organisation. L'objectif aujourd'hui, c'était de vous fournir une boîte à outils très pratique, un point de départ pour gérer les conflits, pour comprendre vos propres réponses. Notre soutien et votre soutien pourrait peut-être vous aider à vous en sortir. Au sein d'Amnesty, cette collaboration, cette émancipation permettent de maintenir l'efficacité et la cohérence de l'organisation. Merci beaucoup d'avoir réfléchi avec nous au cours de cette présentation. Alors, nous allons vous laisser ces questions, ces pistes de réflexion. Et maintenant, nous allons céder la parole. Merci.